Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Nous avons choisi de nous pencher en cette semaine de Yom HaShoah sur la portée pour l'identité israélienne de cette journée commémorative célébrée chaque année juste après la fête de Pessah, le 23 du mois de Nissan, et qui perpétue dans tout Israël la mémoire du génocide perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale en Europe par les nazis ainsi que leurs supplétifs et collaborateurs. Alors, quelques brèves données de référence pour situer notre propos. Comme on le sait, cette journée du Yom HaShoah, qui fait partie intégrante du calendrier israélien hébraïque contemporain, est célébrée et suivie de manière massive dans tout le pays, à la fois par les médias qui lui consacrent la quasi-totalité, on pourrait dire même la presque exclusivité de tous leurs programmes et articles à partir de la veille du Yom HaShoah jusqu'au lendemain soir, pendant plus de 24 heures donc, mais aussi elle est suivie cette journée par de très nombreux Israéliens de tous les âges qui considèrent que cet événement catastrophique massif survenu voilà près de 80 ans sur le vieux continent européen les concerne pourtant au premier chef, et ce même si la plupart d'entre eux et leurs familles n'ont pas été directement touchés par la Shoah intervenue, il faut le rappeler, sur de très nombreux sites en Europe centrale et occidentale. Pour tenter, deuxième remarque, de comprendre l'importance de cette journée et le rôle tout à fait central de la mémoire qu'elle perpétue en Israël, il faut rappeler qu'environ la moitié des combattants juifs de la fameuse guerre d'indépendance intervenue de la fin 1947 au printemps 49 étaient des rescapés de la Shoah. On se souvient ainsi de ces lignes si poignantes écrites dans ses mémoires par Ariel Sharon, qui allait devenir l'un des premiers ministres d'Israël, alors qu'il était commandant de plusieurs bataillons engagés dans la dure bataille de Latroun, cette place forte qui est considérée comme le verrou central qui défendait à l'époque l'accès au corridor de Jérusalem, une bataille qui est intervenue du 25 mai au 18 juillet 48, quand il décrit cette scène hallucinante dans ses mémoires où des centaines de survivants des camps à peine débarqués quelques jours plus tôt des bateaux bondés qui les avaient amenés d'Europe en Israël et qui portaient encore pour la plupart leurs vêtements rayés des camps de la mort, et bien quand ces survivants échangèrent dès la descente de leur camion aux alentours de la Troune, alors que tenait le canon autour d'eux, ces sinistres pyjamas de détenus de la Shoah contre des uniformes kaki des troupes israéliennes. Signalons enfin, comme remarque préliminaire, un paradoxe typiquement juif et israélien, en rapport justement avec cette mémoire tellement ancrée dans les consciences hébraïques, voulant que même si le nombre des survivants de la Shoah diminue sans cesse chaque année, l'ampleur du Yom HaShoah et les émotions profondes que sa commémoration suscite ne diminuent en rien d'intensité, bien au contraire, et notamment chez les jeunes Israéliens, d'autant que nombre d'entre eux ont participé lors des 2 dernières décennies au voyage de la mémoire organisé par le système éducatif et associatif israélien, essentiellement en Pologne, mais aussi en Europe centrale, sur les lieux mêmes de la Shoah. Alors pour parler avec nous de tout cela, assis à mes côtés dans le studio, Alain Michel. Alain, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous êtes enseignant et auteur de plusieurs ouvrages liés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Vous êtes né en France et vous avez été aussi élève puis collaborateur du grand éducateur, pédagogue et rabbin que fut Léon Ashkenazi Manitou. Vous faites ensuite à Paris, à la Sorbonne, je crois, si je ne me trompe pas, un doctorat sur les éclaireurs israélites de France, les EIF. Puis vous montez en 85 en Israël avec votre épouse et de très jeunes enfants. D'autres naîtront, j'imagine, ensuite. Il y en avait un seul. Un seul, alors un jeune enfant. Parallèlement à vos études en Israël même, au séminaire du mouvement Massorati, qui vous donneront à leur terme le titre de rabbin, vous créez vous-même les séminaires francophones de l'Institut de la Shoah, Yad Vashem, à Jérusalem, lesquels deviendront, au fil des années, l'instance centrale de formation des éducateurs juifs et non juifs, venus par centaines des pays francophones à Jérusalem pour se former sur la Shoah, son enseignement et sa mémoire. Alors, Alain, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce rapport que je qualifie à la fois si profond, sophistiqué et j'allais dire passionnel qui existe en Israël entre l'histoire elle-même, les événements dramatiques et la mémoire qu'en ont les habitants du pays des Juifs? Écoutez, je pense que c'est une caractéristique qui n'est pas qu'une caractéristique israélienne, elle est finalement une caractéristique du peuple juif. Depuis sa naissance, le peuple juif a toujours vécu à la fois sur et dans l'histoire, je dirais, en créant, en fabriquant sa propre histoire, ou parfois en la subissant, mais également en
développement à partir de cette histoire vécue, une mémoire, c'est-à-dire une certaine manière de regarder le passé pour que justement le passé puisse également servir à la suite de l'histoire. Donc c'est un rapport un peu particulier qui existe finalement depuis, je dirais, au moins 3000 ans et qui continue à exister. Et dans un pays qui est un pays juif, donc où on a essayé quand même dans ce pays de ne pas faire que le rêve uniquement le rêve de Herzl qui était de créer une petite Autriche au bord de la Méditerranée, mais de faire quand même quelque chose qui a un certain nombre de caractéristiques juives, avec en plus ce rassemblement des exilés où chacun est arrivé en portant une part de la mémoire juive. Donc il y a quelque chose d'un petit peu naturel, je dirais, que ces événements particulièrement traumatisants du XXe siècle soient inscrits au cœur de l'État d'Israël, notamment pour une des raisons dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir l'influence, l'importance du nombre de survivants de la Shoah qui se sont retrouvés ici au moment de la création et après dans les premières années. Alors, y aurait-il pas justement une certaine tension, j'allais dire typiquement juive, humaine et juive à la fois, entre cette histoire et cette mémoire? Le rapport n'est pas si facile. Non, alors peut-être pour en parler, ça serait intéressant de parler de comment est né Yom HaShoah, parce qu'on va voir que c'est un peu une histoire un train peut en cacher un autre. Et je dois dire qu'en préparant l'émission, j'ai même découvert des choses que je ne connaissais pas personnellement. Alors, tout le monde sait, enfin j'espère, que le Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura, donc le jour du souvenir de l'Holocauste, si on veut le traduire en français, et de l'héroïsme, a lieu ce mois de Nissan, donc après la fête de Pessah, le jour qui est le Kav Zayin, c'est-à-dire le 27 du mois de Nissan. Comment on est arrivé à cette date? Alors, et pas le 23, comme j'ai dit par erreur tout à l'heure. Oui, c'est le 27, enfin peu importe. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette date? Alors en réalité, le Kav Zayin ben Nissan était une date qui existait déjà avant la Shoah. En 1940, on a décidé, à la suite de la grande révolte arabe et d'un certain nombre de personnes qui avaient été assassinées au cours de cette révolte arabe, donc depuis 1936, de faire un jour du souvenir. Donc c'était avant et le Yom HaZikaron, la Shoah, et également le Yom HaZikaron, le jour du souvenir pour les soldats de Tsahal et les victimes du terrorisme. Donc il y avait un jour qui existait à partir de 1940 où le Yishuv, c'est-à-dire les Juifs qui étaient ici en Palestine anglaise, donc marquait le souvenir de tous ceux qui avaient été tués dans cette grande révolte arabe et qui avait commencé, soi-disant, le Kav Zayin ben Nissan. En réalité, il avait commencé quelques jours avant, mais à cause de la proximité de la fête de Pessah, donc on avait un tout petit peu décalé. Et voilà qu'en 1951, donc 3 ans après la création de l'État d'Israël, on crée le jour de l'indépendance, Yom HaAtzmaut, et on décide que la veille, ça serait le jour où justement on va se rappeler des victimes, le jour du souvenir, des victimes des révoltes arabes, de la guerre de 48, etc. Et donc tout d'un coup, cette date du 27 Nissan se trouve libre au moment où on veut également marquer le souvenir de la Shoah. Et comme cette date du 27 Nissan, par les hasards du calendrier, se trouve exactement une semaine avant le jour du souvenir donc des victimes des batailles d'Israël, donc on se dit, ben voilà, c'est tout à fait logique, on va créer une espèce de continuité comme ça, et on place le jour de Yom HaShoah à la place d'une journée qui en fait marquait avant ça les victimes de la grande révolte arabe. En même temps, ça tombe bien puisqu'on se trouve quelques jours après Pessah, et on sait que la révolte du ghetto de Varsovie a eu lieu la veille de Pessah, a commencé la veille de Pessah, et donc c'est très important à l'époque d'insister sur cette gvoura, cet héroïsme des Juifs, de parler de la résistance, des révoltes des ghettos, etc. Donc si vous voulez, tout vient se combiner d'une manière très intéressante.
j'allais dire à la manière juive, c'est-à-dire on a une espèce de mélange entre des relents de mémoire un petit peu différents, mais comme tout le monde sait que tout cela appartient à une histoire qui est l'histoire du peuple juif, donc on va finalement relier les bouts ensemble. Alors comment ça a marché avec ce Kaddish Klali qu'on récite en janvier-février, je crois C'est au moment du jeûne du Asara B'Tevet, voilà. Du 10 Tevet, donc il tombe en général effectivement au mois de janvier, après la fête de Hanouka. Alors ça existait avant. C'est-à-dire le grand rabbinat d'Israël, au milieu de la Shoah, enfin au moins à partir de l'année 1943, a décidé que, comme il y avait beaucoup de gens disparus, et puis beaucoup de gens de leur famille qui étaient en Israël, c'est-à-dire tous ceux qui avaient fait leur alia avant la Shoah, ou qui avaient réussi à s'échapper de l'Europe et qui étaient arrivés, et qui savaient que leur famille avait disparu, mais ils ne savaient pas quand, ils n'avaient pas de date, et donc, comme on avait ce jour de jeûne, qui est en fait un jour de jeûne un peu qui n'a pas tellement de signification, hein, puisque c'est le début du siège de Jérusalem. Ok, mais c'est un peu difficile d'y mettre un vrai contenu. Donc la rabbanout Arachite, donc le grand rabbinat d'Israël, décide que ce jour-là serait le jour où les gens qui doivent dire Kaddish pour une personne qui a disparu et dont ils ne savent pas quel est le jour de disparition, eh bien c'est ce jour-là qu'ils le feront. Et il y a eu vraiment des tensions très importantes entre les religieux de l'époque et le monde politique israélien, qui est quand même à l'époque majoritairement de gauche, socialiste, plutôt laïque, parfois même assez anti-religieux, sur justement cette espèce de jour de la Shoah, la commémoration qui apparaît comme ça le 27 Nissan, sans qu'on tienne compte de certains facteurs religieux importants. Par exemple, on est encore au mois de Nissan. Or, le mois de Nissan, c'est le mois du miracle de la liberté, et donc on ne fait pas Tachanoun pendant le mois de Nissan. Donc comment mettre... Alors même si c'est déjà l'Omer, c'est malgré tout une période de l'Omer qui n'est pas encore complètement dans le deuil, puisqu'il y a aussi le souvenir de la libération d'Égypte. Donc ça a provoqué effectivement pas mal de grincements de dents. Mais l'État d'Israël a décidé dès 1951 de cette journée, mais la loi sur cette journée, entre autres à cause des négociations très compliquées au niveau du monde politique, ne sera définitivement adoptée qu'en 1959, d'où d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure sur les médias israéliens. Pourquoi les médias israéliens parle de la Shoah, mais parce que c'est une obligation de la loi. À l'époque, on parlait de la radio seulement, mais radio, télévision, cinéma, etc. Tout le monde est obligé, le jour de la Shoah, de marquer ce jour d'une manière particulière. Alors, comment expliquer, j'en reviens un petit peu à l'une des idées que j'ai avancées en introduction, comment expliquer cette présence massive, ces manifestations massives concernant la mémoire de la Shoah, un drame donc terrifiant, indicible, mais qui est quand même survenu plus de 80 ans sur un autre continent, alors que l'écrasante majorité des Israéliens d'aujourd'hui, surtout les plus jeunes, n'ont pas, ni même eux-mêmes bien sûr, mais leurs familles non plus, de rapport direct avec cet événement, si tragique soit-il. Alors je reprendrai une idée peut-être de l'historien de Yad Vashem, Yehuda Boer, qui, lors d'une dispute, une énième dispute autour du fait que les hommes politiques israéliens se servaient de la Shoah et d'un certain nombre d'images de la Shoah pour s'opposer les uns des autres. Je ne vais pas rappeler quelques souvenirs, mais c'est vrai que c'est très facile de traiter l'un de nazi parce qu'il fait quelque chose qui ne vous plaît pas et inversement. Et donc, il disait à propos de ça, c'est quelque chose qui est inévitable, parce que nous n'avons pas encore pu faire le deuil de ce qui s'est passé pendant la Shoah, et je ne suis pas sûr qu'un jour on pourra effectivement faire le deuil. C'est-à-dire cet événement, bien sûr il fait partie de l'histoire, mais en même temps il a un caractère tellement exceptionnel par rapport à l'histoire juive
qu'au lieu qu'il se passe ce qui se passe habituellement pour les événements historiques, c'est que plus on s'éloigne, moins ils ont un caractère concret et plus la mémoire de ces événements est apaisée. Il y a au contraire autour de la mémoire de la Shoah quelque chose qui fait que d'une certaine façon la douleur vécue par le peuple juif collectivement autour de cet événement qui est quand même un événement qui a touché directement dans leur chair, dans leur vie, un tiers du peuple juif, c'est énorme. Eh bien, cet événement ne peut pas être surmonté comme on fait habituellement le deuil, et comme le judaïsme lui-même recommande que le deuil se fasse. C'est-à-dire on est quelque part un peu coincé autour de ça, ce qui fait qu'il y a reproduction au niveau de... Il y a reproduction au niveau au niveau de la population israélienne de cette espèce de relation très particulière avec cet événement traumatique. Et il y a eu des tas de propositions pour changer les choses. Même Begin, on ne se rappelle plus tellement de ça, mais Menachem Begin, quand il est arrivé au pouvoir, avait proposé de supprimer le Yom HaShoah et que d'un côté, on fasse passer le souvenir de la Shoah au 9 Av, et d'autre part, le souvenir de la Gvoura, de l'héroïsme juif, avec la veille de Yom HaSmaout, le Yom HaZikaron. C'est-à-dire que c'est intéressant. Begin avait senti ce problème-là, et comme il pensait qu'il fallait être capable de surmonter ça, bien que lui-même avait vécu partiellement la Shoah, et sa famille, bien sûr, avait été en partie exterminée, eh bien, il pensait qu'il fallait forcer les Israéliens, en quelque sorte, à dépasser cela. Mais bien sûr, ça a soulevé un tel tollé qu'il a abandonné immédiatement l'idée. Alors très vite, peut-être pas depuis les années 50 dont vous parliez, mais très vite, les initiateurs et les organisateurs des différents Yom HaShoah vont trouver à mettre en avant, donc, comme vous le disiez, pas simplement les péripéties dramatiques du génocide des Juifs, mais les actes héroïques, ce qu'on appelle la Gvoura, les actes de révolte qui ont été finalement beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. On cite souvent évidemment la révolte du ghetto de Varsovie, mais il y a eu d'autres révoltes dans des ghettos, dans des camps aussi. Et il va y avoir mise en avant non seulement de l'héroïsme juif, et au contraire des images d'Épinal sur la passibilité soi-disant des juifs qui étaient envoyés à l'abattoir, comme on dit dans certains écrits. Mais il y aura aussi chaque année un thème différent, une sorte de leitmotiv qui va être traité chaque année. Alors, c'est quelque chose de plus récent, ça, c'est Yad Vashem? C'est plus récent, c'est Yad Vashem avec l'évolution de Yad Vashem et notamment le développement de l'école centrale pour l'enseignement de la Shoah qui va donc proposer, et ça va être adopté, que chaque année il y ait un thème de travail, notamment pour les écoles, et que donc autour de ce thème de travail, les gens fassent des recherches. Vous citez quelques exemples de thèmes ces dernières années? Il peut y avoir aussi bien sûr. Alors je pense que par exemple une des tendances aujourd'hui justement, c'est de voir l'héroïsme là où on ne le voit pas toujours. Et l'héroïsme, c'est pas seulement de prendre les armes. L'héroïsme, c'est aussi de se cacher. Par exemple, vous parliez de la révolte du ghetto de Varsovie. Dans le ghetto de Varsovie, à ce moment-là, il reste à peu près 50 000, 55 000 personnes. En 1943. En 1943, donc en avril 1943. Sur ces 55 000 personnes, il doit y avoir entre, je ne sais pas, 400, 450 combattants. D'accord, donc ça veut dire que les autres sont passifs. Bon, d'abord, il y a pas plus de combattants parce qu'il n'y a pas plus d'armes. Mais surtout, les autres ne sont pas du tout passifs. Tous ont préparé des cachettes, des endroits, ce qu'on appelle des bunkers, c'est-à-dire des caves qui ont été transformées, on a bouché les accès, etc. Et un des problèmes, et c'est ce qui explique aussi pourquoi ça va durer tellement longtemps, plus de 4 semaines, c'est qu'un des problèmes des nazis, c'est pas seulement
les gens qui leur tirent dessus, mais c'est également d'arriver à dénicher où les Juifs se sont cachés. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas d'armes se sont défendus à leur manière. Donc c'est un des thèmes, par exemple, qui a été abordé ces dernières années, la manière aussi de trouver des cachettes. Et on parle toujours des Juifs des nations, et c'est extrêmement important, mais on oublie de dire qu'une grande partie qu'une grande partie des Juifs, que ce soit en France ou ailleurs, mais là j'ai quelques exemples français, se sont d'abord et avant tout cachés eux-mêmes. C'est-à-dire ont trouvé les moyens eux-mêmes de se soustraire à cette chasse aux Juifs qui était déclenchée. Donc il y a là des aspects importants, parce que justement à cause de ce qui s'est passé au début des années 50, avec cette volonté de marquer l'héroïsme et effectivement de l'opposer à ces gens qui partaient comme des moutons à l'abattoir, eh bien on avait un petit peu séparé les choses. Il y avait ceux qui prenaient les armes et il y avait les autres. Je vous signale d'ailleurs qu'au niveau de la résistance en France, ça a été exactement la même chose. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel documentaire ou petit film dans les télévisions françaises. Alors vous voyez que quand on parle de la résistance, il y a toujours aussi les Juifs qu'on cache, etc. C'est non seulement totalement faux, parce que la résistance en France en tant qu'organe n'a rien fait pour cacher et sauver les Juifs. Il y a bien sûr des résistants qui les ont aidés, mais en tant qu'organisme officiel et institutionnalisé, il n'y a rien qui a été fait. Mais en plus de ça, lorsque Lucien Lazare, en 1987, a publié son livre sur la résistance juive en France, il y a eu 2 pages dans Le Monde d'un énorme débat dans lequel tous les historiens de la résistance ont dit « mais c'est pas de la résistance ». Ils se sont sauvés, c'est normal qu'ils se protègent, etc. Mais la résistance, c'est prendre les armes, c'est les réseaux, etc. C'est souvent intéressant de voir comment, même en France, la mémoire évolue. Et revenons, si vous voulez bien, à la période que je signalais en citant Ariel Sharon et cette image forte des anciens déportés arrivés en terre d'Israël voilà quelques jours et qui se trouvent en fait portés à devoir combattre notamment à Latroun. Il y a d'un côté ce switch de quelques minutes qui fait qu'on échange le pyjama d'Auschwitz, si j'ose dire, pyjama rayé contre un uniforme kaki qui est pas du tout évident. Mais d'un autre côté, quand on connaît les réalités israéliennes, on sait que, en tout cas jusqu'au procès Eichmann, qui va intervenir beaucoup plus tard, en 61, si je ne me trompe pas, oui. Donc pendant 13 ans, de 48 à 61, à part cette scène qui est décrite, et finalement les rescapés de la Shoah n'étaient pas toujours très bien accueillis en Israël. Il y a eu ce livre fameux, le 7e million, écrit par l'historien Tom Segev, qui traite de ce sujet. Donc il va falloir attendre le procès Eichmann pour que réaffleure plus ou moins cette conscience massive concernant la Shoah. Qu'est-ce qui s'est passé Alors je me porte un petit peu en faux par rapport à cette image, j'allais dire, d'Épinal, parce que je pense que les événements étaient plus complexes. D'un côté, très certainement, le Yishuv, mais déjà avant, pendant la Shoah même, ou même à la limite avant 1939, les militants sionistes qui sont en Eretz Israël considèrent les gens qui arrivent très souvent, qui ont été finalement des Juifs qui ont accepté de rester dans la Gola, d'être le Juif sans Amud Shidra, sans dignité nationale, etc. Alors il les considère d'un œil extrêmement critique, et ça va continuer. Donc, lorsque des centaines de milliers de rescapés vont arriver après 1945, parce que ils ont du mal à comprendre. Nous, on est des combattants, on se bat contre les Arabes. Pourquoi vous n'avez rien fait? Ça, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le souvenir de la Shoah existe déjà. Moi, j'ai été très frappé parce que j'ai réussi à récupérer le journal que Yad Vashem publiait dans les années 50, à partir de 1953. Et on voit, par exemple, que chaque année,
au moment du 27 Nissan, eh bien, il y a une foule absolument énorme qui vient assister et à Yad Vashem et à la maison des combattants du ghetto dans le Nord aux cérémonies qui se font. Et que ça fait partie, effectivement, du collectif israélien. Mais c'est un petit peu comme, si vous voulez, à l'époque, il y avait une espèce de double vue sur les événements. D'un côté, au niveau des individus, on a un peu un mépris pour ces individus qui n'ont pas su se défendre. Mais au niveau collectif, on a une... conscience. Non seulement une conscience, mais vraiment une identification avec cette tragédie absolue qui a été la Shoah et qui, entre autres, a été un coup extrêmement difficile pour le mouvement sioniste. Il faut se rappeler qu'il y avait, par exemple, 1 million de sionistes inscrits dans les différents partis sionistes en Pologne avant la guerre. C'est-à-dire que c'est 1 million d'habitants potentiels, encore avec leurs familles, leurs enfants, etc., que nous n'avons pas eu. Si on avait eu quelques millions d'habitants en plus au début de l'État d'Israël, vous pouvez comprendre à quel point les rapports de force aujourd'hui seraient totalement différents. Donc il y a vraiment une ambiguïté. Et effectivement, le procès Eichmann, parce qu'il montre sous un autre jour les individus, parce que tous ces témoins qui vont venir, eh bien, c'est justement ces gens qu'il méprisait un peu. Et tout d'un coup, on les voit dans la réalité de la Shoah. Dans leur souffrance. Non seulement dans leur souffrance, mais dans leur capacité aussi de réaction, que ça soit lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes ou lorsqu'ils parlent de leurs camarades. Il y a un switch qui se produit, et à ce moment-là, si vous voulez, ces espèces de deux figures différentes, de deux images différentes de la Shoah, au niveau collectif, quelque chose qui est très important pour le peuple juif, au niveau individuel, une espèce de mépris pour les individus qui sont venus se réfugier en Israël. Alors là, tout d'un coup, c'est ici que la plaie commence à se refermer. Je pense que ça va prendre encore beaucoup d'années jusqu'à ce que ça se referme complètement. Mais il y a effectivement quelque chose d'important qui s'est passé en 1961. Alors, au niveau de cette dialectique un peu complexe, ces tensions que j'évoquais en tant que titre, en tant que, disons, situation emblématique entre mémoire et histoire, il y a au cœur, comme on le sait, de cette sinistre époque, de nombreuses révoltes juives contre les nazis. Et pas seulement à Varsovie, mais aussi, on le disait, dans plusieurs autres ghettos et dans les camps de la mort, à Treblinka, entre autres, mais ailleurs aussi. Alors, comment expliquez-vous qu'il soit si difficile encore aujourd'hui de faire reconnaître par les autorités israéliennes d'autres révoltes et faits héroïques intervenus en dehors de l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple l'opération Torche à Alger, le 8 novembre 1942, quand 450 civils juifs armés entraînés prirent d'assaut les points névralgiques de la ville pour la neutraliser, empêcher les forces pétainistes de tirer sur les unités du débarquement américain qui avait lieu ce jour-là, qui fut en fait le premier acte qui inversa le cours de l'histoire de ce conflit mondial. Comment serait-ce Finalement, la question, c'est pas de revendiquer que cette opération soit prise en compte, puisqu'on commence à en parler un petit peu, il y a eu quelques émissions à la télévision, mais est-ce que, de manière plus principielle, la mémoire de la Shoah et sa perpétuation, célébration dont on vient de parler, doit toujours être et obligatoirement accompagnée des traumas indicibles des massacres et de la persécution nazie? Est-ce que c'est justement ce qui fait force finalement dans la mémoire de la Shoah, on dit que ça doit être la Gvoura, mais c'est malgré tout au niveau des critères de choix du sillon qui a été tracé finalement dans la perpétuation de ce jour, on a l'impression que c'est quand même non pas la nécessité, mais le fait malheureux qu'il y ait eu massacre et oppression. Est-ce qu'on pourrait dégager une réflexion de ça? Écoutez, je vais d'abord commencer peut-être par une expérience personnelle. Quand je suis arrivé à Yad Vashem en 1987, donc pour monter le premier séminaire francophone, mon patron de l'époque, ce qui n'était encore que le département d'éducation, m'a dit écoute, je sais que tu as travaillé un peu sur la Shoah, j'avais déjà fait un livre sur les EI pendant la guerre, etc. Mais
oublie un peu tout ce qui s'est passé en France. Ce qui s'est passé en France, c'est peanuts, c'est rien du tout. La Shoah, c'est d'abord et essentiellement ce qui s'est passé à l'est de l'Europe et parfois dans d'autres endroits, comme par exemple Salonique, dont je regrette toujours beaucoup qu'on ne parle pas suffisamment, parce que c'est un massacre absolument terrible, ce qui s'est passé à Salonique. Et il avait quelque part raison. C'est-à-dire que tout n'a pas été... vous savez, quand on fait des comparaisons justement pour montrer les différences. Et donc, tout n'a pas été, malgré tout, du même ordre. Alors, moi, je parle de la résistance en Algérie depuis extrêmement longtemps. Il y avait même, je n'arrive pas à me rappeler son nom, une madame... Paz ou quelque chose comme ça, qui avait fait un des premiers livres justement sur ce qui s'était passé en Algérie. Au milieu des années 80, en hébreu. Oui, en hébreu et traduit ensuite en français. On l'avait invité à l'époque au centre de Manitou. Et Manitou avait fait une postface à ce livre. Tout à fait. Et donc, il y a des choses qui commencent un peu à sortir, et moi, ça m'a beaucoup intéressé. Mais en même temps, j'ai compris que le contexte était totalement différent. Malgré tout, et ça je l'ai entendu par exemple lorsque j'ai été interviewé un certain nombre de personnes des pays qui étaient originaires du Maroc, d'Algérie, de Tunisie moins, mais en tout cas du Maroc et de l'Algérie très certainement, qui m'ont dit, tu sais, quand on est arrivé en 1945-46 en France, qu'on a pu renouer avec nos camarades et qu'à ce moment-là on est tombé sur ceux qui revenaient des camps et qu'on nous a aussi... Eh bien, c'est vrai qu'on a souffert. C'est vrai qu'il y a eu des lois d'exclusion extrêmement sévères qui ont été appliquées particulièrement en Algérie. Mais finalement, par rapport à ce qui s'était passé à l'époque, c'était rien du tout. Donc, on a compris a posteriori qu'il fallait aussi être modeste. Mais être modeste, c'est pas non plus nier ce qui s'est passé. C'est-à-dire cet acte de courage à l'époque à Alger, c'est tout à fait extraordinaire. Mais c'est dans le cadre, non pas de la Shoah, mais dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Ça aussi, ça fait une certaine différence. Alors, sur un autre plan plus régional, puisque notre émission se tourne en général sur les différents problèmes géopolitiques du Moyen-Orient, le refus encore prégnant d'Israël et de son droit à l'existence, tout comme le rejet de son histoire si dramatique par nombre de pays arabes voisins de l'État hébreu, où les livres comme Mein Kampf de Hitler et les protocoles des sages de Sion sont toujours des best-sellers, au Caire même et à Ramallah, eh bien, ce refus a engendré un double phénomène paradoxal. À la fois de négation permanente et systématique de la Shoah, en tout cas de minimisation, une Shoah qui aurait été même inventée, et dans le meilleur des cas exagérée, comme disent certains auteurs, par les Juifs pour justifier le sionisme. L'un de ces auteurs, c'est Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne actuelle, qui a fait une thèse à Moscou sur la Shoah et qui en fait est une thèse négationniste. Donc d'un côté, il y a cette négation ou cette minimisation systématique par le milieu intellectuel ou le milieu des dirigeants des pays arabes qui nous entourent. Je parle dans les généralités, parce qu'il peut y avoir évidemment des exceptions. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est intéressant à noter en tant que paradoxe, ce phénomène de récupération, détournement et inversion de la catastrophe que fut la Shoah pour le peuple juif, avec l'invention du parallèle inversé que les Palestiniens ont appelé la Nakba, qui veut dire en arabe la catastrophe, que constitua pour eux les arabo-palestiniens de l'époque, la création en 1948 de l'État d'Israël. C'est-à-dire il y a d'un côté une négation et de l'autre côté une récupération, inversion, avec ce thème propagandiste de la Nakba. Alors comment vous voyez ça ? Est-ce que finalement il y a une manière de recevoir un rejet et une récupération en même temps dans la région ? Vous savez, chaque peuple a sa manière de raconter l'histoire, d'accord, qui est liée justement à sa propre mémoire. Je vais vous donner peut-être un exemple biblique. D'accord, vous connaissez, je pense, l'édit de Cyrus qui donne l'autorisation aux Juifs de revenir de leur exil, donc un peu avant Ezra, qui est tout au début du livre d'Ezra. Eh bien, on a la vraie version
de l'édit de Cyrus. Et Cyrus n'a pas fait un édit pour les Juifs, il a fait un édit pour l'ensemble des peuples qui avaient été déportés par les Babyloniens. Il leur a donné l'autorisation, chacun, de rentrer dans leur patrie, de reconstruire leur ville et de construire là-bas des temples à leur Dieu. Mais ce qu'a retenu la mémoire juive, c'est pas le fait que c'était un édit, une décision générale, parce que quelque part au niveau de la mémoire juive, excusez-moi du terme, mais on s'en fout. Donc on a retenu une version, juive de cet événement, et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que chaque peuple considère qu'il a non seulement sa propre histoire, mais il a également sa propre mémoire, et les événements traumatisants de cette mémoire sont incomparablement plus dramatiques ou plus tragiques que ce qui peut se passer dans la mémoire des autres. C'est ce qu'on appelle la concurrence des mémoires. Donc en l'occurrence, c'est quelque part un petit peu normal que les Palestiniens aient développé cela autour de la Nakba, qui est réelle. Je dirais, c'est vrai que de manière réelle, toute une partie des Palestiniens soit sont partis d'eux-mêmes, soit pour une partie, on sait très bien, ont été chassés des quartiers ou des villages qu'ils habitaient. Et donc, il existe un événement. Et comme les Juifs à l'époque, et ça il faut s'en rappeler, les Juifs se battent comme des lions en 47-48, pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est la seule solution qu'ils ont pour que ce qui s'est passé pendant la Shoah ne recommence pas. C'est ça leur droit fondamental. C'est pour ça qu'à l'époque, ceux qui sont le plus pour conquérir le maximum de terrain et repousser les Arabes au dehors, ce sont les organisations de gauche. Justement à cause de ce droit qui est fondé sur le traumatisme de la Shoah. Donc il y a une espèce de parallélisme qui va se développer, ce d'autant plus que de manière générale, l'ensemble du nationalisme palestinien s'est créé sur une espèce de décalque, mais avec un retard de 40 ans dans le temps, mais sur un décalque par rapport au nationalisme juif et au développement du sionisme. Donc je peux comprendre du point de vue palestinien pourquoi les choses se sont développées ainsi. Ce qui, moi, m'inquiète beaucoup plus, c'est le côté négationniste. Et ce côté négationniste, c'est pas seulement les intellectuels et les chefs. J'ai emmené il y a quelques années en Pologne une délégation de jeunes d'un lycée où j'enseignais, qui était le lycée des Sourdoués à Jérusalem, et qui a pour caractéristique d'avoir des élèves de toutes les origines, de tous les secteurs de la société israélienne. Donc il y avait aussi un certain nombre de jeunes arabes, musulmans et chrétiens qui étaient avec nous. Le premier jour où on est arrivé, on est allé en fait à Chelmno. Chelmno, c'est donc au-delà de Lodz, à l'ouest, c'est le premier camp d'extermination qui a fonctionné. Encore, c'est plutôt un lieu d'extermination qu'un camp, mais enfin peu importe. Et c'est quelque chose d'extrêmement traumatisant. Le soir, quand on se retrouve à l'hôtel et qu'on fait le debriefing, les jeunes Arabes qui étaient là se sont effondrés en larmes et nous ont dit, mais nos parents nous ont raconté que ça n'existait pas, que c'était une invention des sionistes. Donc malheureusement, c'est quelque chose qui existe de manière beaucoup plus profonde chez les Palestiniens, et de la même façon que, bien sûr, là, Nakba n'est pas la Shoah. Je pense que une des difficultés de dialogue entre les deux peuples, c'est pas la seule malheureusement, c'est justement l'incapacité de comprendre que l'autre a le droit aussi d'avoir son événement traumatisant, même si on le regarde chacun d'une autre manière, etc. Et de ce point de vue-là, la Nakba n'est pas la Shoah, mais la Shoah a existé, c'est important que les Arabes le sachent, mais nous-mêmes, c'est important qu'on comprenne, même si la Nakba est un événement très différent, comprenne quel peut être le traumatisme au niveau également des Palestiniens. Alors, une dernière réflexion, au-delà de ces déformations et distorsions polémiques typiquement moyen-orientales, j'allais dire, n'existerait-il pas bien plus dans nombre de pays africains, voire asiatiques, voire même d'Amérique latine,
et de ces pays qu'on appelle le tiers-monde, une tendance assez récurrente aujourd'hui à considérer la Shoah et ses affres comme une affaire intra-européenne qui ne les concerne donc pas, d'où une certaine perméabilité aux thèses révisionnistes. J'en veux pour preuve, votre anecdote me fait penser à une autre anecdote que j'ai animée il y a d'assez longues années pour le département du ministère des Affaires étrangères Machave, un séminaire, la partie, disons, conférence d'un séminaire qui s'intitulait « L'agriculture au pays de la Bible », où était venue une écrasante majorité de francophones d'Afrique, des pays francophones d'Afrique, comme le Tchad, la Côte d'Ivoire, etc., et où on a fait tout un passage en revue de l'histoire d'Israël et où la Shoah avait évidemment une importance. Et j'avais remarqué que on a organisé une 60aine de conférences, la dizaine de conférences sur la Shoah et sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ça ne les a pas du tout branchés jusqu'à, un peu comme dans votre anecdote en Pologne, à Chełmno, jusqu'à ce qu'on aille visiter Yad Vashem. Et à Yad Vashem, j'ai vu ces personnes qui étaient des prêtres de tout âge, et il y avait aussi des sœurs, etc., qui se sont effondrés comme des enfants, notamment au sortir du pavillon des enfants, et puis aussi de la dalle avec les noms des camps, où d'ailleurs ils ont lu la vision, en français, la vision des ossements desséchés des équelles, qui était un moment de grande émotion, et où ils ont fondu, c'est-à-dire qu'ils avaient résisté en tant qu'Africains en disant mais ça c'est des Européens entre eux, les Juifs et les chrétiens, nous on n'est pas dans ce coup. Mais est-ce que ça ne traduit pas quand même une tendance qu'on retrouve dans la communauté internationale aujourd'hui, tendance de tension entre les blocs de pays et les blocs de culture ? C'est certain qu'il existe quelque chose comme ça, mais par erreur. C'est-à-dire que par manque d'information. Par manque d'information, et chez eux, et j'allais dire, et chez nous. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la Shoah est l'exemple paroxysmique de tous les génocides. Or, des génocides, il y en a eu dans tous les continents. C'est-à-dire que il y en a encore. Et il y en a malheureusement encore, que si, moi, enseignant historien de la Shoah, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne m'intéresse pas à ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda, eh bien, quelque part, j'ai vous faillissez trahi, à votre tâche. Voilà, j'ai trahi ce que je dois faire. Et ça, c'est très important parce que justement, comment je peux mieux faire comprendre au peuple éloigné de ce qui s'est passé en Europe, si ce n'est par le fait qu'eux peuvent faire exactement la même chose. Et d'ailleurs, ça s'est passé également chez eux. Peut-être pas dans l'endroit exactement où ils habitent en Afrique, mais dans un autre endroit en Afrique. Pareil pour les Arméniens, pareil pour ce qui s'est passé avec un autre génocide. Oui, pas le Vietnam. Le Cambodge. Avec le Cambodge, etc. Donc il y a, si vous voulez, la Shoah est un paroxysme, mais comme le disait très bien Manitou, c'est un paroxysme à l'intérieur d'une histoire qui est aussi une histoire de la collectivité humaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher la Shoah également de l'ensemble de l'histoire humaine. Et Manitou lui-même, et c'est bizarre que personne n'ait jamais relevé ça véritablement, mais dans l'article qu'il a consacré à la Shoah, utilisait le mot Shoah sous deux acceptions. D'un côté, il disait la Shoah, au sens large, ça désigne tous les peuples qui ont été opprimés par les nazis, et il n'y a pas eu que les Juifs. Mais la Shoah, au sens particulier, ça désigne ce qui s'est passé avec les Juifs, parce que si ce qui s'est passé avec les Juifs est un niveau et paroxysme, en fait. Voilà, est un véritable paroxysme à l'intérieur de l'histoire, et donc il faut comprendre que les deux sont liés et pourtant qu'ils ne sont pas la même chose. Et encore une fois, faire des comparaisons, c'est montrer ce qui est commun, mais c'est montrer également ce qui est différent. Eh bien, sur cette recommandation forte, instruite et profonde, où nous arrivons au terme de notre magazine, on vous remercie, Alain Michel, d'être venu pour mener cette réflexion avec nous, et on vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Tadaraba. Et regardez.